Hello Christelle, bonjour. Bonjour. Déjà, merci d'avoir répondu présente pour l'interview sur Free and Nomade. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ton histoire? Ouais. Alors, le 16 novembre de cette année, ça fera 10 ans que je suis à Bangkok, Ok. mais je n'habite plus en France depuis janvier 2003. Donc, D'accord, ouais, ça remonte. ça fait un petit moment que je vis, comme on appelle, à l'expatriation, que je suis une expatriée. Et je dois reconnaître que c'était pas du tout quelque chose qui m'avait intéressée, même je savais même pas que ça existait quand j'étais D'accord, quand j'étais jeune. Et c'est un peu le hasard qui m'a amenée à vivre à l'étranger. ok, Donc moi, mon rêve, c'était vraiment de vivre à Paris, d'être prof à la fac, de ne pas bouger de ma rue, d'aller à pied au travail avec mon mari qui faisait le même métier que moi. Et ok, alors, j'ai eu absolument l'opposé. Alors voilà comment ça s'est passé. Donc après 10 ans à Paris de mes études et de mon travail, je travaillais à la radio à France Culture, c'était le travail de ma vie, le rêve de ma vie. Donc vraiment, j'étais dans un aboutissement heureuse, et un aboutissement professionnel. Et parce que mon papa est indien et que ma maman est française, et que je ne connaissais pas l'Inde, hmm, je suis partie découvrir ce pays. À l'époque, j'étais avec un réalisateur qui a voulu que nous fassions un documentaire sur, disons, ma rencontre avec ma famille indienne. On est parti pour 6 mois et en fait, on est resté, je suis restée 9 ans. d'accord, ok. Et j'ai adoré Ah, génial. cette expérience. Bon, bien sûr, j'ai eu très mal au cœur de quitter Paris, mais je dirais que ça a duré le temps de l'avion, quoi, c'est-à-dire 9 heures. Où j'ai pleuré pendant 9 heures. Mais une fois que j'avais mis les. Je suis sortie de l'avion et voilà, j'avais changé de planète. Tout était nouveau. Je venais d'une époque dans les années fin 90, début 2000 où il y avait beaucoup de chômage à Paris. Et en Inde, c'était la pleine expansion de travail. D'accord, Au bout de 2 jours, j'avais déjà trouvé du travail ah oui, à l'Alliance française, au lycée français, à l'ambassade. ok, Donc je me suis vraiment épanouie et professionnellement et personnellement. Et puis c'est en Inde en fait que j'ai découvert le théâtre. d'accord, Parce que j'étais aussi prof de français et de philo, et en fait, je le confesse, deuxième confession, je détestais le théâtre. Et donc, quand je devais parler du théâtre devant mes élèves, je mentais, et j'aimais pas mentir, en fait. Donc, il y avait ça, et il y avait le fait que j'étais une timide maladive. Et un jour, alors que je parlais devant des parents d'élèves à la rentrée, j'ai toute une partie de moi qui s'est paralysée. Et là, j'ai eu très peur. En fait, je devais avoir 35 ans et je me dis, voilà, je suis en train de mourir, je fais une attaque de cœur. Bon, je ne suis pas morte, mais ça m'a interrogée. Je me suis dit, mais je ne peux pas continuer à faire un métier que j'adore et me mettre dans des états pareils. hmm, Et il s'avère qu'à ce moment-là, il y avait quelqu'un qui était dans le staff de l'école, qui avait fait des études de théâtre et qui m'a entraînée dans une aventure théâtrale pour laquelle je n'étais pas du tout prête. Je ne voulais pas y aller, mais je l'ai fait. Et là, ça m'a montré autre chose de moi-même et du coup, je n'étais plus timide. Je suis toujours timide, mais de oui, manière maladive. tu le travailles, Ça a totalement changé le rapport à moi-même. Et puis voilà, c'est aussi en Inde que j'ai découvert la chorale, j'ai chanté dans des opéras, dans les chœurs. Après, je suis partie à Rome, et 4 ans, et après, je suis arrivée à Bangkok parce que mon mari a été muté à Bangkok pour son travail. ok, On est arrivé avec notre petite qui avait 1 an à l'époque. Et là, je me suis dit, je vais chercher la compagnie de théâtre qui existe à Bangkok. Et je vois qu'il n'y en avait pas. Alors, je ne me laisse jamais abattre. Je dis, je vais la créer. Donc, j'ai ok, passé une annonce et j'ai dit, voilà, qui est intéressé par le théâtre? Rendez-vous tel jour à telle heure à l'Alliance française. Et là, on était 6. Et on a monté cette compagnie qui s'appelle le Théâtre des Invités, le TDI, qui est une association de loi 1901 de théâtre amateur. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, on est 40 dans l'association. d'accord, On est plusieurs metteurs en scène. On est en partenariat avec l'Alliance française, avec le Blue Parrot, avec d'autres salles occasionnelles. Et le fait qu'on soit plusieurs metteurs en scène, en fait, on propose entre 4 et 8 spectacles par an. Et on est tous très différents, donc voilà, il y a une diversité dans la production.
On a aussi développé des ateliers pour enfants, ados et adultes. Ah, sympa. Ouais, ça marche aussi bien, on a beaucoup d'élèves. On fait des partenariats avec le théâtre d'improvisation, Improcap. D'accord. Alors c'est différent de nous, mais on fait beaucoup de ponts avec eux. Ils viennent jouer avec nous, on va jouer avec eux. Et au fur et à mesure que les années sont passées, il y a des gens qui ont un petit peu émergé de notre compagnie et qui sont partis à Paris faire les cours Florent ou des écoles de théâtre. Ah, génial. Et qui aujourd'hui sont à la télé, sont sur Netflix, font des séries, Ah, c'est sont bien, au ouais. cinéma, sont Ok. sur les planches, enfin au théâtre aussi. Hmm. Donc je dirais que même si on est des amateurs, c'est peut-être un terme un peu péjoratif, mais finalement le niveau, l'exigence est assez élevé. Et on travaille régulièrement avec des professionnels qui viennent de France. Parce que Bangkok est quand même une ville et la Thaïlande un pays qui attire beaucoup, C'est vraiment un beaucoup hub. les gens. Voilà, Mm. ils viennent en vacances et puis ils peuvent aussi faire un peu de théâtre ou nous aider. Sur le long de ces 10 ans, on a vraiment travaillé avec des professionnels qui ont un peu comme ça boosté le niveau de mise en scène, du jeu des acteurs. Là, on a fait une énorme production en juin, c'était Mozart, enfin, c'est moi qui l'ai mis en scène. Mozart 25, c'était d'après le film de Milos Forman. Et il y avait 30 personnes en costume sur scène, Ah, dont sympa. 15 chanteurs d'opéra Ok, cool. qui venaient de tous les pays, quoi. Enfin, il y avait 15 nationalités Ah sur oui. scène. On a joué en français, mais on a chanté en italien, en allemand, en anglais. Mm. C'était sous-titré en thaï et en anglais. En fait, on essaye d'ouvrir aussi à un public pas seulement francophone. Mm. Ça, c'est important pour nous. Et moi, ce que j'aime faire, bon, ça, c'est ma touche à moi, mais j'aime mélanger les arts. Donc, je travaille avec des chanteurs d'opéra, avec des musiciens, avec des danseurs, avec des magiciens, D'accord. avec des acrobates quand c'est possible. Ok. Donc, finalement, c'est intéressant parce que c'est parti d'une volonté, on va dire, un peu franco-française, francophone. Et par le mélange des arts, on touche à un public thaïlandais et international, finalement. Et sur scène et dans le public. Donc voilà, ça c'est un aspect qui me touche particulièrement. C'est aussi la magie de l'art qui fait que c'est ouvert, quoi. Voilà ce que je peux dire sur mon expérience à Bangkok Ok, dans ce domaine. c'est très enrichissant et ouais, c'est vraiment une très belle expérience. Juste là, je me demandais en fait pourquoi les compagnies de théâtre n'existaient pas ici en Thaïlande. C'est pas répandu au niveau de la population locale? Alors, de ce que j'ai constaté, dans tous ces pays d'Asie du Sud-Est, il y a des compagnies de théâtre. Parfois même des compagnies professionnelles, c'est-à-dire dont les acteurs de la compagnie sont payés, rémunérés, etc. D'accord. Mais bon, apparemment, il y avait eu des petites tensions avec l'Alliance dans la compagnie qui était avant, même si elle faisait un travail exceptionnel. Je trouve que c'est pas facile de tenir sur le long terme une compagnie de théâtre parce que d'abord, c'est de l'humain et le théâtre, les gens sont exposés. Donc ça les fragilise, donc c'est propice aux tensions, aux crises, aux égos, etc. Et je dirais, ça c'est un vrai enjeu dont on s'est bien sorti. Nous, il n'y a jamais eu vraiment des dramas. D'accord. Il y a eu un peu de drama, queenage, mais voilà, c'est resté toujours, ça fonctionne. Ça reste quand même. une communauté. Ça reste une groupe, communauté joyeuse, bienveillante, ce mot est un peu à la mode. Et donc il y a ça, et puis il y a le fait qu'à l'expatriation, ça tourne. Tous les 3 ans, les gens, ils s'en vont. Oui, Il y a d'accord. un gros va-et-vient, donc c'est important. Moi, ça fait 10 ans, donc je suis là depuis le début, je connais les comptes, je sais comment ça se passe. Et le fait qu'il y ait des gens aussi qui sont là depuis longtemps permettent une stabilité. Voilà, et puis peut-être le positif du fait qu'on soit des amateurs, on se prend pas... Il n'y a pas d'enjeu dans le sens financier ou on se prend pas trop la tête. Enfin, si on se prend, enfin moi je me prends la tête à la veille d'un spectacle, même 2 semaines avant un spectacle, je suis en transe et je dors plus. Mais je veux dire, je sais pas, il y a un côté de détente aussi quelque part. Et on a un public qui nous suit, qui est très, qui est très présent, c'est un bon, on a un bon public quoi. On est toujours bien reçu dans nos productions, bien suivi. D'accord.
Même l'ambassadeur adore et il vient à chaque fois nous voir. Sympa. Donc on est content. Donc ouais, un public aussi bien francophone que thaï. Oui, parce que Tout est un comme peu mixé. maintenant on sous-titre en anglais et Ouais, en thaï, c'est bien. Ouais. par Mm. exemple à la dernière production de Mozart, oui, il y avait de tout. En plus, moi j'aime bien faire des spectacles tout public, c'est-à-dire Mm. aussi pour les enfants. Donc on a dû rajouter une séance, en fait on avait prévu 3 et on a dû faire une Génial. 4e et les 4 étaient pleines, on a Ah, rempli top. l'auditorium. 2 ans avant, j'avais fait un petit prince un peu revisité avec des chanteurs d'opéra et des danseurs de flamenco. Et aussi, pareil, on a dû le refaire. Mm. Oui, il y a un public, il y a une demande. Et ce qui est touchant, c'est que parfois, l'expatriation, bah, il y a des gamins qui n'ont jamais vu de théâtre. Mm. Il y a même des adultes, là, au dernier spectacle, qui n'avaient jamais entendu d'opéra en vrai. Mm. Si bien que quand la chanteuse a, enfin moi ça me touche, a commencé à chanter, ils sont retournés parce qu'ils croyaient que c'était un karaoké. Ils ne pouvaient pas imaginer, je sais ça te fait rire, Ah mais ouais. c'était beau en fait. Ils ne Oui. pouvaient pas imaginer qu'il y avait des voix comme ça qui templissaient une pièce, qui arrivaient de derrière alors que la personne était devant. Mm. Voilà cette magie de l'art en fait, de ce que C'est ça. fait de ce l'art. Moi ça m'a énormément touchée. En Mm. fait moi je fais tout ça pour donner accès à des gens qui, tu vois, n'auraient pas eu cet Bien accès. sûr, bien sûr. Et cette dimension sociale, pour moi, elle est très, Mm. très importante. Si je faisais ça en France, Mm. voilà, Ça aurait pas comme le même certains, impact. Ouais. d'abord, ce n'aurait pas le même impact. Je ne suis pas quelqu'un de connu, mais si je le faisais de manière comme ça bénévole, j'irais dans des lieux où les gens n'ont pas accès à ça. Mm. Parce que, oh, qu'est-ce que c'est fort, Mm. tu vois, tu sais plus où est le spectacle, en fait. Oui. Si c'est sur scène ou si c'est dans le public. Ça, c'est magnifique. Surtout, ouais, c'est encore plus fort parce que c'est pas du tout dans la culture thaï et dans la culture asiatique. C'est pas dans le la culture théâtre. thaï. Et même, je te dis, des Français de l'expatriation qui sont là depuis. Parce qu'il y en a qui tournent, tu vois, qui n'ont Oui. pas forcément de lien très fort avec la culture française. Même pour eux, même pour des enfants, tu vois. Ouais, J'ai la vu des découverte, enfants, ils sont restés mais pétrifiés. Et c'est beau. Voilà, ça, je crois que moi, je fais ça pour ça. Bien sûr, j'adore écrire mes mises en scène, mettre en scène, construire un monde sur scène. Mais je crois que si tu me dis pourquoi je fais tout ça, bah, c'est ça, c'est pour que l'art, dans toute cette dimension de force et de magie, infuse à un public qui, a priori, n'aurait pas accès, quoi. Mm. Ok, génial. Franchement, beau projet. Et ouais, c'est vraiment top. Ça apporte beaucoup de joie, tu vois. Pendant le Covid, on avait dû s'arrêter. Et quand on a repris, mais les gens sont arrivés, c'était la queue, quoi. Mm. Et en parlant à l'époque avec l'ambassadeur de l'époque, on se disait, mais en fait, le théâtre, c'est presque d'utilité publique. Mm. Tu sais, c'est ce théâtre à la grecque où tu faisais venir les foules et il y avait des purges et on purgeait les émotions. Et voilà, on vivait dans le collectif des choses dures de la vie et on les vivait ensemble et du coup, elles étaient moins dures et on sortait de là, on était ouais, purgés, quoi. On était allégés de pulsions, enfin, c'est pas très beau ce mot, d'émotions fortes, en fait, difficiles ou joyeuses même, en fait. Voilà. Ok. Et pour revenir sur la partie expatriation, comment ont réagi un peu tes proches, ton entourage, quand tu as dit que bah, tu partais en Inde pendant 6 mois et qu'au final tu es resté beaucoup plus longtemps? Ouais. Alors ça, c'est une vraie question pour moi. Parce que, bon, évidemment, il y a la famille qui est un peu triste parce que tu pars, bien que, en fait, en général, dans tous les lieux où j'ai été, ils sont tous venus. D'accord. Tous mes amis sont venus. Enfin, tous. Ceux qui ont pu venir sont Bien sûr, venus. bien sûr. Donc, déjà ça. Et puis après, il y a quelque chose qui m'a étonnée, c'est qu'on m'a reproché de fuir mon pays et de ne pas faire face aux enjeux de la France et de choisir la situation de facilité. Et le fait que j'habite en Thaïlande, il y en a plein qui croient que je vis en tongs sous un palmier. Alors que moi, je suis une bosseuse, je bosse comme une folle, j'adore travailler. Moi, je fais plein de choses. J'ai monté une ONG, je donne des cours de français, j'écris un bouquin, je fais un master en histoire de l'art. Enfin, moi, je fais beaucoup de choses, je travaille beaucoup, j'adore travailler. Donc, c'est pas du tout ma vie. En fait, on projette un peu sur l'expatriation, je sais pas, Les des vacances. fantasmes, quoi. Oui, tout Des à fait. fantasmes, il y a de la jalousie, je comprends, c'est vrai, il fait beau, c'est super. Mm. Enfin, il y a plein de fois où j'ai le manque de mon pays, de la France. Je suis très contente l'été quand je reviens. Bien sûr, c'est l'été, donc voilà, il fait bon. Mm. Et non, c'est une vie différente. Pour plein de gens, c'est difficile. Il y a des gens qui ne l'ont pas choisi, qui ont suivi leur compagnon, et ça peut être très difficile. Il y a des gens pour lesquels la famille, c'est fondamental, les parents leur manquent.
Moi, je suis à un âge où nos parents sont souvent vieux, Mm. donc avec des problématiques de Oui. fin de vie, etc. Donc, dans des fratries, il y a des Mm. culpabilités, t'es loin, tu t'occupes Mm. pas, etc. Voilà, c'est une vraie aventure. Bon, pour moi, ça reste extrêmement positif, c'est extrêmement enrichissant. D'autant plus que ma petite, elle est maintenant dans un milieu international, Oui. elle parle plein Pour de les enfants, langues. c'est exceptionnel. Bon, il s'avère que mon mari est américain, donc elle parle anglais et français, mais elle parle Mm. aussi thaï. Elle parle aussi italien parce qu'elle a des grands demi-frères et demi-sœurs qui parlent italien. Elle va apprendre le chinois. Mm. Ah, c'est dingue pour Elle les mange enfants. avec des baguettes. Elle mange. Ouais, enfin, je veux dire, c'est. Et quand elle est en France, elle est tout à fait dans son élément. Mm. Je veux dire, c'est pas que c'est un ovni total. Elle a des petits trucs d'ovni, mais ça se régule assez vite, quoi. Donc oui, c'est très enrichissant, mais voilà, il faut savoir un peu sortir de soi. Il faut quand même être assez proactif, hein. Cependant, et ça c'est le petit bémol positif, c'est que nous, en tant que Français, les communautés françaises, elles sont extrêmement actives à l'étranger. Mm. C'est parmi les communautés les plus actives, hein. Entre Bangkok Accueil, les Français se retrouvent entre eux, et si on veut être accueilli et se retrouver entre Français, c'est tout Mm. à fait possible. Oui. Donc voilà, on n'est jamais vraiment perdu. Mm. C'est vrai, on s'en est rendu compte, on était à Kuala Lumpur Ouais, juste avant et il y a aussi une très grosse communauté ouais, francophone. Euh, Vraiment, enfin, plein d'événements, plein de ouais. rencontres business, donc c'est vraiment Alors top. ils sont nombreux aussi ici Mm. à Bangkok, hein. On dit 8 000, 14 000, on ne sait pas très bien combien. Mais c'est plus que ça, il y a le plaisir de se retrouver. Je pense que la notion de culture française pour un Oui. Français, elle est très forte. Mm. Il y a le rapport à l'anglais. Bon, les gens ici parlent anglais, mais Mm. peut-être ne sont pas à l'aise. On a un rapport à notre langue assez affectif. Bon, je ne vais pas faire une théorie socio-ethnologique, mais voilà, les Français, ils aiment bien. Enfin, ils aiment bien être ensemble. Mm. Enfin, C'est vrai. voilà. Mm. Mais, donc l'expatriation, c'est enfin, c'est un risque positif avec le filet quand même de toute cette communauté Oui, qui est bien sûr. présente partout en fait. Mm. C'est vrai. Et à travers tes 3 expatriations que tu as réalisées, quelle est la plus grosse difficulté que tu as pu rencontrer? Alors je te dirais que tout dépend de tes attentes. Donc l'Inde, ça a été extraordinaire pour moi, alors que c'est un pays assez dur et pourtant j'ai été extrêmement heureuse. J'allais à Rome et je pensais revenir en Europe dans une capitale culturelle et que ça allait être génial. Et en fait, ça a été très dur D'accord? parce que j'avais des énormes attentes et qu'en fait, j'ai trouvé que Rome était un village d'Italie, vraiment où les Italiens, il n'y en avait que pour Rome, ils parlent, et voilà. Même si les Italiens sont extrêmement accueillants, mais en termes d'internationalisation du pays, j'ai trouvé que c'était vraiment fermé par Ok. rapport à Delhi, par exemple. Et puis après, Bangkok, on m'avait dit qu'il n'y avait pas trop. Enfin, je trouve qu'à Bangkok, la difficulté, c'est que autant en Inde, les Indiens te prennent dans leur culture, pareil pour les Italiens, c'est pas le cas avec les Thaïlandais. Mm. Et je pense que c'est même pas une question de langue, parce que mon mari parle le thaï, il a appris le thaï, il le parle, il le lit, il l'écrit. Et on n'a pas plus d'amis français, d'amis thaïlandais, pardon. Et voilà, je pense que c'est une culture, Oui. en tout cas à Bangkok, parce que quand on va dans les villages, c'est un peu différent. Là, on a plus de Mm. contacts. Si on n'est pas marié avec un Thaï ou une Thaï, je pense que c'est pas forcément évident. Oui. Mais on est quand même très bien. Moi, j'ai suivi la formation du musée national. Je me suis vraiment immergée dans la culture thaï. D'accord. Je parle un peu aussi. J'ai appris beaucoup sur le bouddhisme, enfin sur toute la culture. Et voilà, j'adore. J'adore. J'ai fait des voyages autour. L'Inde n'est pas loin, donc non, c'est chouette. Je pense que tout dépend des attentes, hein. Mm. Il faut bien mesurer ses attentes. Enfin, mesurer. Il faut comprendre quelles sont nos attentes et par rapport au pays, est-ce que nos attentes vont rencontrer le pays? Bien sûr. Voilà. Oui. Et parfois on projette. Mm. Ok. Et avec ton expérience aujourd'hui, si tu devais donner le conseil, enfin un conseil à quelqu'un qui voudrait s'expatrier mais qui hésite encore, qui n'ose pas, quel serait-il? Bah, je comprends qu'on hésite, hein. Moi, j'ai hésité aussi. Enfin, quand je suis partie, c'était que 6 mois, mais j'étais déjà un gros stress. Euh, je comprends qu'on hésite. Je pense que quand on part, il faut se donner une. Alors, ça dépend si tu suis ton conjoint et tu en as pour 3 ans. Bon, là, voilà. Mais sinon, tu te donnes une temporalité, par exemple 6 mois ou un an.
et puis tu assures un peu tes arrières de retour en France. Parce qu'il ne faut pas que tu te retrouves épaumé dans ton expatriation, épaumé quand tu reviens en France. Oui, bien sûr. Ça, c'est quand même le pire qui puisse arriver. Donc, je dirais, si on est un peu angoissé, dans un premier temps, délimiter dans le temps l'expérience. Peut-être venir voir, essayer de voir par rapport à du boulot, et puis revenir après. Tout quitter, sac au dos, si tu as 20 ans, c'est OK. Si tu n'en as plus et que tu as une famille, non. C'est plus compliqué. Voilà, puis il y a des pays où c'est moins facile d'avoir un visa. Voilà, mais non, mais je pense que c'est à tenter. C'est quelque chose à tenter. Après, le risque, c'est de ne plus pouvoir jamais revenir dans son pays. C'est ça. Ce qui est un peu mon cas. C'est-à-dire qu'après, on a peur de revenir en France. Parce que, en fait, quand moi je reviens en France, personne ne me demande c'est quoi ta vie. Tout le monde s'en fout, en fait. Donc déjà, ça, il faut être prêt à ça. Après, tu fais 12 000 km, mais quand tu es à Paris, dans le 5e, et que tu dois aller voir quelqu'un dans le 18e, il ne va pas bouger. C'est encore à toi de bouger. Donc voilà, voilà. Et puis, tu te dis, mais comment je vais, avec qui je vais partager, comment je vais retrouver mon pays, comment je vais me réintégrer. Ça nous fait peur, hein, nous, les expatriés de longue date. Voilà, c'est un peu le danger de jamais revenir, d'épouser quelqu'un sur place. Voilà, mais c'est le danger, la chance. Oui, bien sûr. Surtout que toi, tu es parti avec l'image de ton pays au moment où tu es parti, mais le temps a continué. Ouais, non, mais attends, tous les 2 mois, c'est ça, en fait. je passe 2 mois tous les étés, des fois je retourne à Pâques. Ah oui, tu passes 2 mois. J'ai tous mes potes qui sont me raconter les histoires politiques, je suis quand même la presse, je lis beaucoup ce qui sort en littérature et tout, donc tu vois, je m'update. Après, je ne baigne pas dans l'atmosphère névrotique, de malaise politique et social, l'hiver, tu vois. Voilà, j'échappe à ça. Tu restes quand même connecté avec la France. Je reste connectée, mais je ne suis pas dans le bain direct. Et moi, je me rappelle à Paris, j'adorais Paris, mais enfin, j'avais des grosses dépressions parce que malgré tout, tu baignes dans une atmosphère. Bien sûr. Ça, c'est... Et voilà, et quand j'étais jeune, j'étais moins équipée. Peut-être que maintenant, je suis adulte et j'ai une famille et tout ça, ça serait peut-être différent. Donc, peut-être qu'un jour, je rentrerai. Mais je crois que c'est pas tout de suite. Oui. Tu te projettes quand même retourner en France Je me dis quand ma petite, elle aura son bac, bon elle a 11 ans donc j'ai un peu le temps, elle aura son bac, elle a plein de passeports, est-ce qu'elle ira étudier aux États-Unis, en Europe, en France? Et peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais envie de me rapprocher de là où elle est. Bon, si elle est aux États-Unis, je ne suis pas sûre que j'irai vivre aux États-Unis. Mais voilà, il y a des endroits en France que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la Bretagne, je suis une grande amoureuse de Paris, mais de Nantes aussi. Qui sait? Je sais pas. J'étais très citadine et je commence à aimer la campagne. Donc les choses, elles changent, en fait. Voilà. Ok, cool. Super, merci beaucoup Christelle d'avoir répondu à cette interview. Tony, merci à vous. Franchement, parcours super inspirant. 3 expatriations à travers le monde, l'Inde, l'Italie et la Thaïlande. C'est vraiment une belle aventure de vie. Mais il y a plein d'autres pays que j'aimerais découvrir. Tu vois, l'Amérique latine, je ne connais pas. L'Afrique noire, l'Afrique de l'Ouest, un peu. Mais je voudrais. Tu vois, je me dis, mais il y a tellement à voir, tu vois. C'est fou. Après, c'est différent de voyager et de vivre. C'est sûr. Bien sûr. Ouais. Il y a vraiment un gap. Mais c'est très rigolo parce que je finirai peut-être là-dessus. Mais dans ma mémoire, tu vois, j'ai comme des disques durs de certains pays. Je sors le disque dur de l'Inde avec les gens de l'Inde. Après, grâce à Facebook et tout ça, on reste connecté. Et je retrouve des gens de l'expatriation, comme mon binôme Catherine, que je retrouve à Bangkok, par hasard. Ouais. Donc, en fait, on est des espèces de familles d'expatriés, on se retrouve. Et c'est dingue, en fait. J'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies, d'avoir plusieurs vies. De croiser les différentes histoires. Je croise les différentes histoires. J'ai eu plusieurs vies selon les pays où j'ai appris les langues de ces pays. Je parle italien, je parle un peu le hindi, je parle un peu le thaï. Donc, tu vois, je parle plusieurs langues, j'ai eu plusieurs maisons, plusieurs réseaux d'amis. Enfin, c'est fou, quoi, tu vois. C'est sur des cultures vraiment très différentes, en plus. Des cultures différentes. Et souvent, quand je rencontre des amis qui n'ont jamais quitté Cassel-Sarrazin, la ville où j'ai vécu jusqu'à mes 18 ans, tu sais, pour moi, c'est étrange. Je me dis, mais comment ils ont fait pour rester dans la même rue à côté de leurs parents pendant 50 et quelques années? Tu vois, ça... Je sais pas. Je sais pas si je suis envieuse ou je me dis, mais ça aurait pas été possible. Ouais, je comprends. C'est vraiment des questions. Tu te dis, est-ce qu'ils ne sont pas passés à côté de toute une vie, en fait Ou moins, est-ce que je ne suis pas passée à côté d'un cocon franco-français avec ma famille, mes amis, et on se voit vieillir et on traverse les moments difficiles ensemble.
C'est beau aussi, tu Ouais, vois. bien sûr. C'est une autre façon de Où voir ma les fille, choses. elle connaît la même école toute sa vie, elle a la même copine depuis qu'elle a 2 ans que moi. J'ai eu la même copine de 2 ans à 18 ans et c'était magnifique, tu vois. Ouais. Et je rêvais de voyage. Ma fille, peut-être qu'elle va rêver de rester à un endroit et de plus bouger. Parce qu'elle peut-être qu'elle ne, peut-être finalement, elle ne supportera pas l'idée de faire que voyager. Elle nous a dit qu'elle voulait rester en Thaïlande. Elle se sent thaïlandaise, de toute façon. D'accord. Donc voilà, tu vois, elle adore ce pays, elle se sent très bien. Les Thaïs accueillent les enfants d'une manière magique. C'est magique pour un enfant, c'est magique d'être ici. Donc voilà, Et donc, plein de questions. juste pour rebondir sur ça, elle est née en France, Alors, notre petite est née à Rome. à Rome, ok. Et quand elle avait 1 an et quelques mois, on est venu à Bangkok. D'accord. Donc là, je l'ai mis dans une crèche thaïlandaise anglais-thaï. Après, elle était dans une école anglaise et mon mari est américain. Elle a fait son primaire à l'école anglaise. Et là, maintenant, elle est au lycée français en 6e, avec l'idée d'être en section internationale, c'est-à-dire en français, mais aussi avec de l'anglais pour les natifs. Et parce que bon, moi, étant prof de français, prof de philo, je suis trop contente qu'en 6e, elle lise l'Odyssée d'Homère, Molière. Ça me fait trop plaisir. Ça reste ta culture à toi que tu C'est ma culture transmets. et j'adore et j'ai tellement envie qu'elle connaisse ça, tu vois, parce que là, nous, elle a 11 ans, mais c'est embarqué K-pop, on mange japonais, tu vois, elle va apprendre le chinois. Elle est quand même imprégnée de cette culture asiatique, qui, si j'ai bien compris, est en train de devenir la culture mondiale. Hein. C'est pas parce qu'on avec les laboubous et tout ça, là, je sais pas si tu connais les laboubous, les petites figurines chinoises qu'on achète dans des boîtes, et c'est tout le monde. Enfin, je t'expliquerai les laboubous. Mais on mettra une photo en description. Ouais. Non, je fais pas la pub pour les laboubous. Ok. Ils sont passés N'achetez pas de laboubou. Ils sont passés devant Mattel. 1000% d'explosion du truc. Madonna, tout le monde a son laboubou. Okay. C'est un peu le Kiki, mais version monstre. D'accord. Oui, les actions laboubou, mais c'est un truc de folie. Et en fait, ils sont en train de parler de colonisation de l'imaginaire, en fait. Tu vois, on passe dans un autre niveau de colonisation, le soft power chinois, en fait. Et moi, au début, j'étais pas inquiète, mais je me dis, mince, ma fille, elle va être comme ça, dans ce truc-là, très commercial. Chinois, j'ai rien contre, mais de toute façon, bon, moi, j'aime pas trop tout ce qui est commercial. Et en fait, quand on était en France, c'est pareil. Le magasin qui s'appelle Pop Mart, où ils vendent le laboubou, il y avait des queues à Paris. Tu attends 1 heure pour pouvoir rentrer dans le magasin et tu fais la queue encore 1 heure. Et les gens se crêpent le chignon. Enfin, c'est un truc de... Voilà, donc en fait, il y a cette culture maintenant mondiale asiatique. Mais moi, pour moi, même si je suis en Thaïlande, la culture française, reste importante. Hyper envie de le transmettre. Mon mari est américain, c'est encore autre chose, tu vois. Donc, ouais, c'est important. On dit que les Français à l'étranger, ils sont plus royalistes que le roi. Je ne sais pas si c'est vrai. Moi, c'est mon métier, donc aussi, voilà, j'ai envie de le transmettre. Mais c'est quand même beau parce que c'est pas parce qu'on est parti de France, on est parti chacun pour nos raisons, mais on aime quand même en fait cette culture et on a envie de s'entourer de Français aussi et de transmettre aussi notre culture à l'étranger en fait. Ben ouais, mais moi, venant de Paris, je trouve que, je sais pas, je trouve que les Français, on peut dire tout ce qu'on veut, mais je trouve qu'ils ont quand même l'esprit ouvert. Il y a une curiosité. Il y a vraiment une curiosité. Je vois là, je faisais le musée national. Il y a plein de Français. On lisait des bouquins et on veut comprendre le pays. On s'intéresse à l'histoire. Oui, je trouve que c'est super, quoi. Ouais. Non, je suis contente. Je suis contente d'être française aussi. Top. Donc, voilà. Merci beaucoup en tout cas, Christelle. C'était top vous. de partager ce moment avec toi. Et puis, idem. on va te suivre dans tes différentes représentations. Ouais, parce que vendredi et samedi, on rejoue une pièce qu'on a jouée au mois de juin, qui avait été complet, donc on la rejoue au Blue Parrot. C'est un petit duo très sympathique dans la petite salle du haut, où donc il y aura à peu près 50 à 60 personnes, c'est la capacité de la salle. Ok. Et bah voilà, bienvenue, venez nous voir. Puis venez rencontrer les acteurs. Vous allez voir, ils viennent de milieux différents. Il y en a un qui est prof à l'école française, une grande expatriée qui vient de Hong Kong. C'est une collaboration avec Agnès Salinger, qui est une professionnelle de Hong Kong aussi, qui est venue nous aider. Donc voilà, tout public et on vous attend. Génial, merci beaucoup. Merci. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube et vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux, Free and Nomad, sur Instagram, Facebook, TikTok. Merci, ciao, bye. Merci.
Bon, c'est la dernière là. C'est émouvant quand même. Comment tu te sens, Jeff? Mission accomplie. Mission Enfin, accomplie. quoique, attends, non, il y a la dernière, on peut pas dire mission accomplie. Et quand une fois qu'elle sera finie, voilà, faut rester concentré. Et t'as beaucoup joué, toi, pour le TDI. Cette pièce en particulier, c'est quoi la spécificité? Bah, c'est-à-dire que moi, je suis prof. Que c'est un prof qui s'engueule avec une prof. Non, c'est un parent qui s'engueule avec un prof. Donc, si tu veux, c'est marrant, c'est les rôles inverses, c'est quoi? Je supporte pas les profs, hein. Ah ouais, tu supportes pas les profs? Ben non, Hein? je suis prof, c'est affreux. Ouais, je te comprends, moi aussi, mais on le dit pas, d'accord? C'est pour ça que ta pièce, elle me plaît. Et t'as aimé jouer avec Lolo? Alors, c'est la bonne surprise, Laurence. C'était le rôle qui lui convenait. Bon, attention, on va découvrir Lolo. Bonsoir. Lolo, ça va? T'es stressée, j'espère? Ouais, moi je suis toujours un petit peu stressée. J'arrive pas vraiment à me relaxer tant que je suis pas sur la scène et voilà. Une fois que ça commence, ça va. Mais sinon, Et t'as vu, c'est la dernière. Donc Ouais. là, est-ce que tu te sens plus émue? un petit peu parce que je crois que c'est le soir où on a le plus de monde. Donc Ah ouais, c'est bourré à craquer, les gars. On est en train de mettre, regardez, on met des tatamis pour caser les enfants. On doit rajouter des chaises. Ce soir, c'est complet. C'est le big success au Blue Parrot. Jeff, prends pas cette terre, là. On dirait un peu Belmondo qui est fatigué, là, non? Il me fait plaisir. il aime bien faire le plus. Jeff aime bien faire le plus. Tu m'aurais dit, je ressemble à Sim, si vous, j'aimerais. Non, mais Sim, bon, il est sympathique, Sim. Bon, il a pas de dentier, c'est Tu m'aurais dit Lino, ça me fait plaisir. Ouais.